Ils sont le fléau des royaumes mortels, la malédiction qui refuse de s'éteindre. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur des Soulblight Gravelords, ces dynasties de vampires qui régnèrent autrefois et qui, encore aujourd'hui, sous la bannière de Nagash, menacent d'étouffer toute vie sous une marée de cadavres. Nous allons déchiffrer leur histoire, depuis les origines mystiques de leur lignée jusqu'aux héros et monstres qui commandent leur légion. Comment ces créatures perçoivent-elles le monde? Quelle est la structure de leur société féodale et macabre? C'est ce que nous allons voir. Pour cela, nous nous baserons évidemment sur le dernier tome de bataille des Soulblight Gravelords, une mine d'informations pour comprendre leur fonctionnement, leur allégeance, mais aussi leurs faiblesses. Virkos, Castellaï, Avengori, nous allons passer en revue les différentes dynasties afin de comprendre mieux leurs tactiques et leurs motivations. Préparez-vous à entrer dans la crypte, la longue nuit des Soulblight Gravelords commence maintenant. La malédiction Runeman, une soif éternelle. On ne naît pas Soulblight Gravelord, on le devient. Mais tout d'abord, avant de détailler ce procédé, il faut savoir qui a permis cette merveilleuse transformation. On le surnomme aujourd'hui le roi immortel, mais autrefois, ce n'était qu'un homme du nom de Nagash. Son histoire se perd dans le monde qui fut. Tout ce que vous devez retenir, c'est qu'il a réussi à transcender la mort. Il a légué son savoir à ses disciples, non pas les plus fidèles, mais les plus talentueux. Savoir qu'il enferma ensuite dans 9 tomes maudits, les livres de Nagash. Mais un jour, une reine va parvenir à déchiffrer ses pouvoirs antiques afin de créer l'élixir de vie et à échapper à l'étreinte de la mort. Une reine nommée Neferata. Elle devient ainsi une créature plus rapide et plus forte qu'un simple humain ayant accès à une magie autrefois interdite et au don d'immortalité. Elle acquit la puissance de plusieurs centaines d'hommes, capables de briser des légions. Mais elle réveilla la bête qui sommeille en elle et qui doit être rassasiée. Mais pour continuer à être reine, il faut des sujets et une armée puissante, ce qui implique de partager ce sombre savoir. C'est ainsi, par le pouvoir du baiser du sang, que d'autres vampires virent le jour. Comment s'accomplit ce rituel? Cette information est conservée précieusement par les Soulblight Gravelords. Mais de ce que l'on sait, seuls les mortels, les plus beaux, les plus intelligents ou les plus redoutables peuvent être choisis. Après tout, le baiser du sang est un don. La nouvelle génération de vampires a alors le droit à obtenir une fraction de la puissance de leur génitrice, Neferata. Mais à chaque génération, ce sang se dilue. Le vampire, fraîchement créé, est donc logiquement moins puissant que le maître qui l'a engendré. Cependant, cela ne veut pas dire qu'il est inutile. C'est un atout, un pion sur l'échiquier macabre des Soulblight Gravelords. Un serviteur conscient mais arrogant, un prédateur prêt à se retourner contre son maître dès que celui-ci fera preuve de faiblesse. Car ne vous y trompez pas, vivre au sein de la cour des damnés n'est pas de tout repos. Une fois devenu un vampire nouveau-né, la créature va alors chercher à survivre. Elle ne maîtrise pas encore tous ses pouvoirs et elle va donc, comme dit précédemment, servir un maître, la plupart du temps celui qui l'a engendré. Même si Chiche est le royaume des morts, il abrite de redoutables adversaires, comme les Nighthound, les Flesh Eater Courts, ou bien encore les Skaven. L'objectif premier du vampire est donc de survivre et d'apprendre, pour espérer devenir, un jour, un comte vampire. C'est une belle promotion, car en plus de diriger des mortels et des morts-vivants, vous obtenez le contrôle sur certains de vos pairs. Je ne parle pas du seigneur vampire, car sa puissance dans Age of Sigmar est moindre. Il faut savoir que dans le Vieux Monde, il était le plus proche du dieu de la mort, rôle qui, dans Age of Sigmar, appartient désormais à Nagash, qui possède un contrôle quasi absolu sur tous les morts-vivants. Mais quand on est vampire, que fait-on de ces journées? L'idée que la créature ne vit que pour chasser et se nourrir, eh bien elle est fausse. Il faut savoir que la majeure partie d'entre eux ne se donnent même plus la peine de partir chasser. Tout simplement car des mortels offrent leur sang de leur plein gré, les considérant comme des divinités, mais aussi parfois comme des protecteurs, vous verrez. La nourriture venant à eux, il faut donc bien combler tout ce temps libre. Les vampires sont des créatures arrogantes, mais surtout extrêmement ambitieuses. La première idée qui leur vient en tête n'est autre que la
conquête, mais pas forcément militaire. On peut avoir envie d'imposer sa suprématie par l'art. Certes, certaines œuvres sont macabres, mais d'autres peuvent être pleines de vie. Certains palais sont magnifiques, regorgeant de tableaux, de statues et de tapisseries. Cette recherche de la perfection peut s'apparenter, pour d'autres, à de la luxure. Il s'agit de montrer aux autres à quel point vous êtes raffiné, la recherche absolue de la beauté. Ce qui peut être amusant quand il s'agit de vampires qui ne sont pas vraiment beaux. Mais comment parler de conquête sans aborder la recherche et les découvertes magiques ? Un vampire n'est pas un simple monstre assoiffé de sang, c'est un monstre assoiffé de supériorité envers ses pairs. Je fais une petite parenthèse, mais les Emperor Children dans Warhammer 40k, avec leur quête du plaisir ultime, sont une bonne variante du type de frisson recherché par les vampires. Mais leur activité, leur passe-temps favori, c'est la vengeance. Les différentes cours vampiriques ne s'apprécient pas vraiment. Elles passent leur temps à se mettre des bâtons dans les roues, ce qui est une bonne raison pour se venger. Un peu comme les nains avec leur livre des rancunes, cela se traduit par des actions qui se terminent dans un bas de sang. Sauf que ceux qui payent les pots cassés ne sont pas les vampires. Généralement, ce sont les mortels. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il est très mal vu de tuer l'un de ses pairs. C'est même presque interdit, un tabou. Le presque, c'est si jamais le vampire venait à être un danger pour sa propre dynastie. De plus, la mort, c'est bien trop rapide. On évitera donc de tuer l'individu. On va plutôt le capturer et lui appliquer une sombre méthode pour, à terme, le transformer en un vampire déchu, les fameux Vargeist. Donc la vengeance oui, mais sur les vivants c'est encore plus amusant. Ainsi, si un aventurier contrarie un vampire, ce dernier peut décider de rendre visite à toute sa descendance, et ce, pendant des générations. Ça peut aller du meurtre de sa femme, de ses enfants, voire même de la destruction de son domaine, ou simplement se contenter de terrifier ses enfants une fois la nuit tombée. Vivre dans la terreur constante, il n'y a pas pire destin dans Warhammer. D'ailleurs, pour les mortels, vivre ici est plutôt particulier, il faut qu'on en parle un instant. Le royaume des morts, Chiche, n'est pas habité que par des morts. Ça paraît étrange, et ça l'est. Il existe des sous-mondes au sein de ce royaume, chacun représentant une conception de la mort par une race, une faction ou un groupe d'individus. Mais il y a bien une véritable population de mortels qui côtoient les morts au quotidien. Ça peut avoir du bon, tout comme l'inverse, puisque un vivant, c'est avant tout une ressource pour de nombreuses factions, et certaines d'entre elles s'en occupent mieux que d'autres. Être mortel là-bas, c'est donc chercher à survivre dans un royaume où chaque pas peut être votre dernier. Une rencontre hasardeuse, un esprit un peu trop hostile. Mais les vivants ont fini par trouver une solution, devenir les sujets d'un vampire. Il n'y a pas meilleure protection qui soit. Évidemment, il y a des aspects négatifs. Tout d'abord, vous allez servir de repas. Fort heureusement, pas jusqu'à en mourir, même si ça dépend du vampire. Ensuite, vous ne pourrez plus prier vos morts. Fini les recueillements sur les tombes ou les sépultures. Pourquoi ? Parce que les cadavres sont systématiquement rappelés à la vie par les vampires. Vous vivez donc avec la peur constante de savoir qu'un jour, votre corps viendra rejoindre la Légion des Morts. Mais comment parler des Soulblight Gravelords sans aborder leur plus prestigieuse dynastie ? Dans le royaume de Chiche, il en existe une multitude. Mais si l'on se concentre sur les Mortarques, le sommet absolu de la hiérarchie des morts-vivants, qui ne répondent qu'à Nagash lui-même, seules 5 dynasties se détachent du lot. Et bien que 2 d'entre elles dominent largement les autres, commençons par les plus atypiques. Comme expliqué plus tôt, les vampires doivent se nourrir pour éviter de se transformer en bêtes décérébrées. Mais il existe des parias qui ont embrassé cet état. Ces vampires voient leur corps muter pour devenir quelque chose de monstrueux, une masse de muscles bien loin de leur humanité d'antan, et leur mentalité suit le même chemin. Voici la dynastie des Avengori. Selon Lokavai, la mère des cauchemars, céder à ces mutations, c'est accepter sa véritable condition de vampire pour mieux la dominer. Une vision de la perfection que les grands Mortarques ne comprendront jamais, selon eux. Le problème, d'après ceux qui étudient la malédiction Ruinman, c'est que les vampires qui cèdent à leur pulsion finissent inévitablement par en payer le prix fort, celui de la folie. Si vous connaissez d'autres univers fantastiques, vous êtes sûrement familier avec les loups-garous, généralement considérés comme étant les rivaux des vampires. Dans Age of Sigmar, les deux sont directement liés à travers la dynastie Virkos.
Un Virkos possède des traits animaux, mais contrairement aux Avengorii, ce ne sont pas de simples mutations. C'est un héritage direct de leur matriarche, Belladama Volga. Autrefois, un dieu animal, nommé Runspul, errait dans les terres de Chiche. Il croisa la route de Belladama et lui transmit sa bénédiction vampirique sauvage. Nul ne sait si ce don lui a été offert ou imposé. Quoi qu'il en soit, cette lignée reflète les animaux totémiques vénérés par la tribu de Volga, en particulier le loup, leur animal le plus sacré. Pour les Virkos, aucun vampire ne peut indéfiniment éviter de régresser à l'état de bête. Ils vivent donc en autarcie, regroupés en tribus. Mais lorsque résonne l'appel de la matriarche, ils se rassemblent en meute. Et c'est un très mauvais présage pour leurs adversaires. Accompagnés de leurs loups morts-vivants, ils frappent avec une rage bestiale, tout en gardant une intelligence redoutable, un mélange dévastateur. Et en parlant de dévastation, passons à un art martial plus chevaleresque. Oui, ça existe aussi, même chez les vampires. Bienvenue dans la dynastie Castellaï. Impossible de ne pas introduire ici le vampire le plus redoutable en pur combat, j'ai nommé le prince Vordrai. Si jamais vous êtes un jeune vampire avec des faits d'armes exemplaires, de votre vivant comme dans la mort, vous aurez peut-être la chance de rejoindre cette faction. Leur unique objectif, restreindre la malédiction par une discipline de fer et parfaire leurs talents martiaux. Sur le papier, ça donne l'illusion de parfaits chevaliers luttant noblement contre leur propre nature. C'est une façade. Dès que le sang commence à couler, adieu les guerriers loyaux. Ils redeviennent de simples prédateurs assoiffés. Certains diront même que les Vargeist, ces vampires déchus, sont presque moins effrayants à affronter dans ces moments-là. Pourtant, un chevalier se doit de paraître pur. Comme il n'y a pas de lien de sang direct obligatoire entre eux, n'importe qui peut théoriquement les rejoindre, à condition de réussir les épreuves. Mais si jamais vous avez subi des mutations comme les Avengorii, c'est mort d'avance. Pareil pour les Virkos. Un vrai chevalier Castellaï n'a pas des pattes de loup, assez ironique quand on connaît leur sauvagerie une fois en plein combat. Le prince Vordrai, quant à lui, est un cas particulier. Depuis son repère, le fort pourpre, il est officiellement chargé de punir ceux qui défient Nagash. Ça, c'est la version officielle. La réalité est tout autre. Le fort a la capacité stupéfiante de se téléporter dans n'importe quel royaume et apparaissant sur d'anciennes ruines. Même si Vordrai obéit aux ordres, Nagash n'est plus aussi omnipotent qu'avant. Parfois, le prince disparaît avec sa forteresse entière pour accomplir de mystérieuses quêtes. La plupart des vampires se soumettent à Nagash par pure terreur d'être annihilés. Mais Vordrai, lui, il le déteste profondément. Cette haine lui vient sans doute de son mentor, l'Empereur de Sang, le mythique fondateur de la dynastie Castellaï qui a engendré Vordrai et bâti ce fort pendant l'âge des mythes. Une époque lointaine où Nagash n'était pas encore officiellement le dieu de la mort. Lors de ses escapades, loin du regard de Nagash, que cherche réellement Vordrai ? Un moyen de détruire le dieu de la mort, ou bien cherche-t-il simplement à retrouver l'empereur de sang mystérieusement disparu ? Mais être le vampire le plus exemplaire au combat ne signifie pas forcément être le plus dangereux. Pour ça, il faut se diriger vers une autre dynastie. Celle dirigée par l'un des deux mortarques les plus imposants de Chiche, les fameux von Karstein. À leur tête, le tristement célèbre Seigneur des Ténèbres, Manfred von Karstein. Un être pour qui seul compte le pouvoir au service de son unique ambition, soumettre absolument tout le monde. Il ne cherche pas à devenir un dieu de la mort à la place de Nagash. Il veut simplement être le maître absolu de tout ce qui existe. Ses ennemis sont légion, mais très peu sont encore en vie pour témoigner de son courroux. Il règne sur une contrée nommée la Karstini, un royaume qu'il méprise profondément, tout simplement parce qu'il lui a été offert par Nagash en personne. Manfred, lui, estime que le pouvoir doit se prendre par la force. Il est littéralement écœuré d'être traité comme un simple pion, un vulgaire agent d'exécution par le grand nécromancien. Et cette frustration de ne pas pouvoir agir à sa guise, devinez sur qui ça retombe ? Les vivants. Sa dynastie, souvent appelée la Légion de la Nuit, est celle qui accumule le plus de victoires sur les champs de bataille.
Mais contrairement à d'autres lignées vampiriques, leur but n'est absolument pas d'être vénérés. Ils veulent être gras. Vous vous souvenez de ces humains dont on parlait tout à l'heure, qui servent ces vampires en échange d'une protection? Eh bien, disons que les von Karstein ont tendance à finir entièrement leur repas. Chez eux, la seule récompense, c'est la mort. Être redouté et gagné, peu importe la méthode utilisée. Voilà leur credo. Faire revenir des soldats d'entre les morts pour qu'ils aillent massacrer leur propre famille, sans problème. Ou bien relever les cadavres de victimes d'une terrible maladie, afin qu'ils puissent continuer de propager l'épidémie dans les rangs ennemis. C'est tout à fait leur genre. Une tactique qui a le don de beaucoup plaire à Grand-Papy Nurgle. Et enfin, il y a ceux qui resteront à jamais les premiers. Ceux à avoir goûté à la vie éternelle et à avoir répandu les ténèbres. Les Nulamiens, aussi connus sous le nom de Légion du Sang. Comment ne pas parler de leur dirigeante, la reine Neferata. Après plusieurs millénaires d'existence, il faut bien trouver une raison de vivre. Or, passé un certain cap, c'est surtout l'ennui qui domine. Grâce à ces réseaux d'espions infiltrés dans tous les royaumes, des agents souvent asservis à la cause des Soulblight Gravelords, elle peut, d'un simple murmure, faire s'effondrer des empires. Et elle n'hésite pas à le faire, parfois juste pour observer la réaction des simples mortels. Comment vont-ils s'adapter? Quel nouveau gouvernement va émerger? Est-ce que Manfred von Karstein va tomber dans ce nouveau piège? Derrière l'intelligence suprême de la reine et ses plans machiavéliques, il y a surtout ce besoin vital de tromper l'ennui. Comme quoi il n'est pas toujours bon d'être immortel. Mais ces sujets, les Nulamiens, n'aident pas vraiment à redescendre sur Terre. Étant les descendants directs de la toute première vampire, ils se considèrent tout bonnement comme l'élite absolue des Soulblight Gravelords. C'est pour cela qu'ils restent souvent entre eux, reclus dans la capitale de la Néferati, Nulamia. Ils y vivent dans l'excès, la luxure et l'extravagance la plus totale. On comprend tout de suite mieux la haine viscérale que leur voue Manfred von Karstein. Là où les von Karstein se battent en première ligne, de nombreux Nulamiens préfèrent rester à l'arrière. Ce qui ne veut pas dire qu'ils se tournent les pouces. Simplement, ils affrontent leur adversaire différemment. La manipulation, la politique et même la beauté étant des armes redoutables pour ce genre de combat. Bien sûr, le monde d'Age of Sigmar regorge de secrets dont certains n'ont pas encore été révélés. Il faudra attendre la suite de l'histoire. Ou peut-être une nouvelle version du jeu de figurines pour voir si les Soulblight Gravelords parviendront un jour à s'approcher un peu plus de leur liberté. Celle de pouvoir enfin délaisser leur seigneur et maître sans risquer un sort pire que la mort. Et enfin, asseoir leur domination absolue sur tous les royaumes mortels. C'étaient les Soulblight Gravelords, et croyez-moi, ils n'ont pas dit leur dernier mot.